Bienvenue à tous et merci de nous suivre sur Guinée News TV pour ce nouveau rendez-vous. Nous sommes aujourd'hui avec le chef de file de l'opposition guinéenne. Il est le président de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Je veux parler de El Hadj Cellou Dalein Diallo. Il a été récemment reçu par le président de la République au palais de Sékou Touré où ils ont eu à échanger pendant un peu plus de 2 heures. Donc c'est pour cette raison que nous sommes avec lui aujourd'hui pour qu'il nous en dise un peu plus sur cette rencontre de Sékou Touré. Également, nous allons parler de la CENI, la date qui avait été proposée le 8 juillet, qui avait été proposée par le président de la CENI pour la tenue des législatives a été à nouveau ajournée. Nous allons également parler de cela et par la suite, nous allons aborder d'autres sujets qui lui tiennent à cœur. Président, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous ici. Bien, merci, vous êtes les bienvenus. Nous allons déjà partir. L'actualité, c'est que le mercredi dernier, vous avez été reçu nuitamment par le président de la République, Alpha Condé, à Sékou Touré. De quoi avez-vous parlé? On a parlé essentiellement des élections législatives. Le président m'a fait comprendre, voulait plutôt me rassurer quant à sa volonté d'organiser, disait-il, des élections libres et transparentes, qu'il ne pouvait pas se permettre, pour son image, d'organiser, comme je le prétends, une mascarade d'élections, et qu'il tenait à ce que ces élections soient libres et transparentes. Et je lui ai dit par la suite que jusqu'à présent, je n'ai vu aucun acte, aucune décision qui met en évidence cette volonté justement d'organiser des élections transparentes. Parce que la transparence des élections, comme je le lui ai rappelé, ce n'est pas le jour du scrutin seulement. C'est dans la préparation des élections. Or, tous les actes pris, toutes les décisions prises jusqu'à maintenant l'ont été dans la plus grande opacité. J'ai cité comme exemple l'écartement, le fait que la SAGEM ait été écartée du processus. Je rappelle que cette société avait été choisie à l'issue d'un appel d'offres international sur la base d'un cahier de charges rigoureux. Il y a eu beaucoup de soumissions. La SAGEM a été considérée comme étant la meilleure société, le meilleur cabinet à même de faire le recensement des électeurs en Guinée. La SAGEM a été écartée. On a choisi une autre société, Sabari Weimark, un groupement de sociétés, sans qu'il n'y ait aucun appel d'offres, dans la plus grande opacité, sans jamais qu'on nous indique que ces sociétés avaient les compétences, avaient les capacités nécessaires pour conduire à son terme l'opération de révision des listes électorales. J'ai dit aussi, le choix du matériel a été fait dans les mêmes conditions, dans la même opacité. Le gouvernement et la CENI ont décidé de choisir le matériel importé d'Afrique du Sud, alors qu'il y avait un matériel ici jugé performant, puisque un rapport d'audit vient d'indiquer que le matériel utilisé par la SOGEM est 4 fois plus performant que celui importé d'Afrique du Sud. Ce dernier, d'ailleurs, ne comporte pas du tout de dispositif de sécurité permettant, par exemple, d'éliminer les doublons. Donc, j'ai dit à M. le Président de la République que jusqu'à présent, les Guinéens ne savent pas s'ils vont à une révision ou à un recensement. Et toute cette opacité, tout ce manque de clarté n'était pas de nature à rassurer les gens sur la volonté du gouvernement et de la CENI d'organiser des élections transparentes. Et j'ai aussi rappelé à M. le Président qu'à l'issue du dialogue, un rapport lui a été déposé. Comme il considère que lui, il est déçu de la mêlée, il n'est pas ni du pouvoir ni de l'opposition, s'il veut, qu'il est le père de la nation, on attendait de sa part une initiative visant à aplanir les divergences et à trouver un consensus sur les questions essentielles comme la CENI, comme le fichier. Malheureusement, la seule initiative qu'il a prise, c'est celle de demander à l'Ousseini Camara de foncer et d'organiser des élections. L'autre élément, c'est que le calendrier, le chronogramme qui a été décliné par M. L'Ousseini Camara, qui semblait avoir son aval, n'était pas réaliste, qu'il était impossible pour tous les spécialistes d'organiser des élections à la date du 8 juillet. En tout cas, si on voulait que ce soit des élections transparentes, des élections démocratiques. Et que tous ces faits indiquaient clairement
que le gouvernement et la CENI ne voulaient pas aller vers des élections transparentes. Et quelle a été sa réaction après toutes ces propositions, après toutes ces remarques que vous avez faites? Bon, à l'issue d'un dialogue qui a été long, puisque nous sommes restés ensemble près de 2 heures et demie, et plus de 2 heures et demie, il a dit qu'il va examiner tout ça, et surtout qu'il va essayer de traiter les revendications de l'opposition, et qu'il va rassurer tout le monde et prendre des décisions qui vont justement dans le sens de la restauration de la confiance des acteurs politiques dans le processus électoral. Et je lui ai dit que la question de la CENI, la question du président de la CENI faisait partie aussi de nos préoccupations et de nos revendications. Et il a promis de traiter toutes ces questions-là dans les jours qui viennent. Et il m'a dit qu'il faut que je me retrouve avec M. Kirdi Bangoura et François Fall pour essayer de préciser encore de nouveau toutes ces revendications. Nous allons tout à l'heure revenir à la question de la CENI. Et ce n'est pas la première fois que vous partiez à Serroutoria. Déjà le 15 novembre, vous étiez à Serroutoria. Le fait que vous partiez le mercredi dernier à Serroutoria, certaines personnes disaient que c'était juste pour amuser la galerie, que les deux hommes se sont rencontrés. Non, écoutez, à un moment donné, nous avons déploré le manque de dialogue. Parce que pour nous, après le dialogue qui a eu lieu au Palais du Peuple, étant donné qu'il n'y a pas eu d'accord, et étant donné que le président de la commission, Monseigneur Gomez, a dit que ce rôle consistait à constater les divergences, nous nous attendions à un second round pour qu'on essaye d'aplanir les divergences afin que le pays aille à ces élections vraiment dans l'entente, dans la cohésion, puisque nous souhaitons tous, je l'espère, que ces élections soient apaisées. Malheureusement, il n'y a pas eu le second round. Il n'y a pas eu aucun effort, aucune initiative n'a été prise pour aplanir ces divergences et pour obtenir le consensus. Donc, lorsque le président a souhaité me rencontrer, il y a 2 semaines de cela, j'ai fini par accepter, mais en délivrant vraiment le message de l'opposition, en expliquant pourquoi nous avions des doutes et qu'est-ce que nous voulions. Et je pense que je devais le faire parce que nous voulons faire pression sur le gouvernement en utilisant les marches, les meetings, mais lorsqu'il y a une ouverture au dialogue, eh bien, on répond, on dit voilà nos préoccupations. C'est comme ça qu'on avait fait au Palais du Peuple. À un moment donné, on avait bien sûr boudé parce que le cadre tel qu'il était défini, alors que je parle du cadre de dialogue, ne nous convenait pas. Mais on a décidé de revenir pour décliner justement nos priorités et nos argumentaires afin que l'opinion sache sur quoi étaient fondées justement ces revendications. Lorsque le président a appelé, j'ai finalement, après avoir consulté mes partenaires de l'ADPS et du collectif, je suis allé répondre à l'invitation et exposer bien sûr nos préoccupations et justement nos revendications. Vous disiez tout à l'heure que cela faisait 2 semaines qu'il était en contact avec vous. Les Guinéens aimeraient savoir comment ça s'est passé. Est-ce qu'il a envoyé des émissaires ou il vous a appelé directement à partir de son téléphone? Non, il a envoyé des émissaires. Il a envoyé des émissaires qui sont venus 2 ou 3 fois. J'avais demandé à un moment donné qu'ils cherchent à aplanir les divergences puisque nos divergences sont connues. Et je voulais savoir dans quel cadre se devait aussi se situer cet entretien. Bon, finalement, à un moment donné, nous avons décidé de partir, le rencontrer et expliquer quelles sont nos préoccupations. Est-ce que vous avez trouvé une sincérité dans les propos du président de la République au cours de cette rencontre? Écoutez, je ne sais pas, je ne peux pas dire que c'est sincère ou pas. Ce qui est important, c'est qu'il a pris l'engagement devant ceux qui étaient là, les émissaires qu'il m'avait envoyés, son ministre secrétaire général à la présidence, de traiter nos revendications. Alors maintenant, on ne peut le juger qu'aux actes. La CENI, nous revenons là-dessus. Vous parlez tout à l'heure, l'opposition a toujours parlé du président de la CENI qu'il fallait changer. Je sais que vous avez parlé de ce cas. Est-ce qu'il a accepté? Est-ce qu'à la longue, on s'attendra à ce que Luseni Camara soit remercié au niveau de la CENI? Écoutez, ça fait partie de nos revendications. Nous voulons qu'il y ait une CENI qui répond à un certain nombre de critères. La neutralité, l'impartialité. Et pour cela, la garantie de cette neutralité et de cette impartialité, c'est la parité.
Nous voulons que l'opposition soit représentée dans les mêmes conditions que la mouvance présidentielle. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. En ce qui concerne le cas de l'UNCENI, vous le savez, son problème était déjà réglé entre les 2 tours. Mais aujourd'hui, on a encore 1000 raisons de le récuser. D'abord, il a fixé une date fantaisiste, celle du 29 décembre pour l'organisation des élections. Il savait pertinemment qu'il était impossible de tenir les élections le 29 décembre, mais on a trompé le peuple de Guinée. Deuxièmement, il a fixé la date du 8 juillet, sachant pertinemment qu'il était impossible de tenir la date du 8 juillet. Mais en plus, il y a 4 ou 5 jours, devant vous tous, devant la presse, il a indiqué que les kits qu'on avait transférés dans les kits sud-africains, toutes les données du fichier. Et c'est pourquoi il s'est empressé de les envoyer à l'intérieur. Or, c'est avéré que cela est faux. Ces données n'ont pas pu être transférées et c'est pourquoi le président même a dit qu'il fait venir la SAGEM pour demander à celle-ci de procéder à ce transfert. Pourquoi un homme comme ça, qui ne peut pas dire la vérité, qui fixe des dates fantaisistes, et avec une responsabilité aussi importante, comment peut-il se permettre quand même de tromper tout le monde? Je pense d'abord que c'est des motifs suffisants pour le récuser, parce qu'il faut respecter notre peuple. Lorsque j'ai dit au président de la République que la date du 8 juillet ne sera pas tenable, il a dit de toute façon, ce n'est pas sa date, c'est la date de la CENI. Mais lorsque l'UNCENI a demandé à la CENI, aux techniciens honnêtes qui y sont, ils lui ont dit que la date la plus proche possible, c'est le 25 novembre. Il a dit pas que, oui, de 2012. Il a dit que ce n'est pas possible. Il a fixé une date du 8 juillet, mais tous les techniciens, tous les observateurs étaient convaincus que cette date ne pouvait pas être tenue. Et hier déjà, avant-hier, on a entendu le ministre Alassane Condé qui disait, avec ou sans l'opposition, nous organiserons les élections le 8 juillet. Il jurait sur tous les saints qu'il pouvait le faire. Avant-hier, c'était le premier à dire, on commence à se rendre compte que la date ne sera pas tenue. Parce que le chronogramme n'était pas réaliste. C'est ça. Donc il faut qu'on arrête de tromper les Guinéens, de se foutre de la classe politique, pour essayer d'élaborer quelque chose qui peut correspondre à la réalité. Les Guinéens aujourd'hui ont l'impression que c'est la personne de l'Océanie Camara qui gêne quelque part, qui tarde à ce que nous partions à ces législatives. Et on se demandait si vous étiez à la place du président et que cette situation ne se décantait pas. Qu'aurez-vous fait? Quel homme proposerez-vous? Parce qu'aujourd'hui, l'Océanie il est décrié. À l'époque, pour la présidentielle, c'est un étranger qui est venu présider à cette CENI. Si vous aviez carte blanche, qui vous mettrez aujourd'hui à la tête de la CENI? D'abord, qu'est-ce que je ferai? J'aurai une attitude d'homme d'État. Parce que le problème avec M. Alpha Condé, il se comporte toujours comme un opposant. Il suffit que les gens disent « Ah non, non, je suis contre ». Lorsqu'on est homme d'État, on est soucieux de la paix. On a le souci de l'apaisement, de la décrispation. Lorsqu'il y a un problème, si c'est un homme qui constitue la source du problème, mais tu l'écartes pour le moment, et on trouve une personnalité consensuelle. On ne peut pas défier le peuple de Guinée tout le temps, dire c'est ça. Alors qu'il y a une solution facile. On a combien de millions de Guinéens qui pourraient être capables de diriger cette CENI de manière consensuelle? Sangaré, on ne le connaissait pas, mais on a tous accepté, y compris lui, Alpha Condé. Et moi-même, on avait accepté que le général Sangaré dirige la CENI, parce que nous étions tous les deux, nous avons fini tous les deux par accepter qu'il n'était pas apte à diriger la CENI. Aujourd'hui, beaucoup de partenaires ont donné le conseil à M. Alpha Condé d'accepter que l'UNCENI soit changé. La société civile a demandé à ce que l'UNCENI démissionne. Le réseau des femmes, anciens ministres, anciens ambassadeurs ont demandé. Et beaucoup d'autres personnalités qui veulent que la paix soit préservée et qu'un consensus soit trouvé avant d'aller aux élections. Beaucoup de gens ont demandé ça. Je pense que le sens de responsabilité, l'attachement, s'il y en a un, à la paix, à la cohésion, à des élections apaisées, commande que
vraiment on trouve une solution. Ok, nous allons bientôt clore le chapitre de CENI, mais bien avant, de plus en plus on parle du cardinal Robert Sarah, que certains proposent d'être à la tête de la CENI. Est-ce que vous êtes du même avis que ces personnes qui proposent le cardinal Robert Sarah? Écoutez, le cardinal Robert Sarah est une personne dont personne ne met en doute la crédibilité. Il fait partie des rares personnalités autour desquelles il y a un consensus en Guinée. J'ai beaucoup de respect pour son courage, pour son objectivité et pour son honnêteté. Je n'aurai pas d'objection à ce que ça soit lui, mais est-ce que lui il aura le temps? Parce qu'il a des responsabilités importantes au Vatican. Mais je n'ai pas d'objection par rapport à lui. Mais je pense qu'il y a d'autres personnes dans le pays. Si un effort est fait, s'il y a une volonté politique de trouver une personnalité consensuelle, je pense qu'on ne finira pas la trouver. Si on vous proposait de citer, de nommer quelqu'un à la tête de cette CENI? À ce stade, je ne peux pas citer quelqu'un. Si la décision est prise et qu'on devrait réfléchir, j'ai beaucoup de gens auxquels je fais confiance. Mais bon, pour le moment, on n'est pas à ce stade. D'accord. Hier, le président de la République, on l'a vu à la télévision, il a reçu le corps diplomatique et il a fini par avouer que cette date du 8 juillet n'était pas tenable. Votre réaction après la déclaration du président de la République? Je pense que tout ça, c'est le manque de coordination et de cohésion. Si on décline un calendrier, un chronogramme, avant qu'il ne soit publié, on doit s'assurer qu'il peut être réalisé. Je pense que le président devait lui-même savoir que ce calendrier n'était pas tenable. Je ne sais pas, parce que les informations qu'on a eues, c'est qu'au départ, c'est la date du 25 novembre qui avait été proposée par un groupe de techniciens de la CENI, assisté d'un expert de l'Union européenne. C'est lui qui aurait dit que lui, il veut ces élections avant la saison des pluies. Est-ce que c'est vrai? Il faut le vérifier, mais tous les observateurs avisés savaient que c'est impossible et l'opposition n'a pas cessé de dénoncer vraiment ce chronogramme qui n'était pas réaliste. Non seulement le chronogramme lui-même, parce que lorsque nous dit qu'on pouvait réaliser l'audit en 15 jours, c'était impossible de faire un audit sérieux en 15 jours. Même le délai de recrutement des experts, si on devait faire une consultation restreinte dans la transparence, c'était impossible. Et le recensement. Vous voyez le jeu. M. Luceni Camara a envoyé les kits à l'intérieur. Il s'est précipité pour les envoyer, sachant qu'il n'y avait pas, que les fichiers n'étaient pas là-dedans. Parce qu'il voulait faire un recensement intégral. Mais même un recensement intégral, avec les kits sud-africains, il faut plus de 3 mois pour finir ce recensement. Dans ces conditions, c'était impossible d'organiser les élections le 8 juillet. Normalement, le président de la République ne convoque les électeurs que lorsque le corps électoral est connu, c'est-à-dire après la révision. Et il doit les convoquer 70 jours avant le scrutin. Comment voulez-vous qu'on puisse organiser des élections le 8 juillet? Mais personne ne se préoccupe de ça. On veut simplement dire que l'opposition ne veut pas aller aux élections, tout ce qu'on leur propose, ils n'acceptent pas. Mais quand même, on aurait pu dire, bon, voilà les différentes séquences du chronogramme. On serait rendu tout de suite compte qu'il y a des séquences qui n'auraient pas pu être réalisées dans les délais prévus dans ce chronogramme. Si on veut vraiment faire les choses dans les règles de l'art. Mais ce n'était pas la volonté des gens. Je pense que le gouvernement qui a affirmé, avec ou sans l'opposition, on ira aux élections le 8 juillet, savait bien que c'était impossible d'aller aux élections le 8 juillet. Et aujourd'hui, ils l'admettent, mais l'opposition ne s'est jamais trompée. Nous, on a dit que c'était impossible. Avec ou sans l'opposition, nous irons à ces élections législatives, disent les personnes de la mouvance présidentielle. Et est-ce que vous aussi, à un certain moment, vous direz que vous n'irez pas à ces élections législatives? Nous avons dit nous n'irons aux élections que lorsque nous sommes sûrs que les conditions d'un scrutin équitable et transparent sont réunies. Actuellement, notre combat, c'est ça. C'est pour que le gouvernement et la CENI acceptent qu'ils soient réunis ces conditions de transparence et d'équité du scrutin. Et jusqu'à présent, ils n'ont fait aucun effort à cet égard et nous allons continuer, s'il n'y a pas d'effort, nous allons continuer notre combat pour que ces conditions soient réunies avant d'aller aux élections.
Nous sommes pratiquement à la fin de cette interview, mais déjà l'autre actualité, aujourd'hui nous avons reçu le courrier sur notre desk, c'est la démission de Faya Milimono de les nouvelles générations, NGR. Quelle est votre réaction après avoir, je ne sais pas si vous êtes au courant de cette information, quelle est la réaction lorsqu'on sait que vous êtes très proche de Faya Milimono qui est tout le temps à vos meetings, quelle est la réaction première du président de l'UFDG aujourd'hui? Oui, Faya Milimono, c'est un ami comme Abessila, qui est le président de la NGR. Je ne sais pas encore l'origine de leur conflit, si conflit il y a, ni les motivations du docteur Faya, qui est un grand militant de la démocratie, qui se bat et qui a beaucoup de talent. J'espère qu'il pourra toujours continuer à militer dans l'opposition parce que c'est un garçon qui a beaucoup de talent et beaucoup de capacités. Mais à ce stade, je ne peux pas vous dire, je ne sais pas pour quelle cause il a quitté la NGR. L'une des causes avancées, c'est que son président Abessila se rapproche de plus en plus du président Alpha Condé. Écoutez, là, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Hein. Comprenez-moi, je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus. Serait-il le bienvenu à l'UFDG? Bien sûr, il serait le bienvenu. Tous ceux qui veulent venir à l'UFDG, la porte est largement ouverte. D'accord. Président, nous sommes pratiquement à la fin de cette interview. Les points focaux de cette interview ont été abordés. Maintenant, vous avez carte blanche. Peut-être qu'il y a quelque chose que nous aurons bien voulu évoquer au cours de cette interview que nous n'avons pas touché. Vous avez carte blanche. Vous regardez cette caméra et prononcez-vous à toutes ces personnes qui nous suivent de par le monde. Oui, moi j'ai demandé aux militants de l'UFDG de rester mobilisés. Parce que le combat pour obtenir des élections libres et transparentes. Ici, j'ai demandé aux militants de l'UFDG de se mobiliser, de rester prêts à continuer le combat jusqu'à ce que nos revendications soient prises en compte et qu'on obtienne les conditions d'un scrutin transparent, libre et équitable. C'est ici que prend fin cette interview. Merci de l'avoir suivi. Nous étions aujourd'hui avec le président de l'UFDG, l'Union des forces démocratiques de Guinée, El Hadj Cellou Dalein Diallo. Il est le chef de file de l'opposition guinéenne. Il s'est prononcé sur la rencontre qu'il a récemment eue avec le chef de l'État, le professeur Alpha Condé. Et on a également parlé de la CENI et enfin de la démission de Dr Faya Milimono des NGR. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt sur Guinée News TV. Merci.